te prions pour Evelyne, qui nous a quittés. Qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie. Il y avait beaucoup de monde ce lundi 10 novembre sur le parvis de l'église Notre-Dame à Valence d'Agen pour rendre un dernier hommage à Evelyne Bailey. Décédée jeudi dernier à l'âge de 101 ans, Evelyne Bailey était une figure incontournable de la région Midi-Pyrénées, mais également la première femme à la tête d'un conseil général en France. Dans son ancienne commune du Tarn-et-Garonne, anonymes et personnalités politiques sont venus saluer une dernière fois cette grande dame. En tant que privé, mais aussi en tant qu'élu, je souhaitais être présent au départ de cette grande dame. Je voulais être là voilà, pour accompagner cette famille méritante du Tarn-et-Garonne. Je ne l'ai pas vraiment connue, mais j'en ai toujours entendu parler. C'est pour l'honorer, voilà, pour dire que je suis touchée quand même qu'elle soit partie. Était évidemment présent sa famille et son fils Jean-Michel Bailey, mais également de nombreuses personnalités politiques, comme le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, la ministre du Logement Sylvia Pinel, ou encore le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif. Oui, je suis venu rendre hommage à une grande dame qui, tout au long de sa vie, s'est battue pour ce qui lui paraissait juste. Donc c'est un hommage parce que c'est une valeur d'exemple qui n'est pas une valeur d'exemple du passé. C'est une valeur d'exemple du présent, c'est une valeur d'exemple qui doit servir non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Je veux dire, souvenir de ces parcours exceptionnels pour se dire qu'il faut toujours continuer à se battre quand on croit aux choses. Tous garderont l'image d'une femme forte et d'une personnalité incontournable de la région. Evelyne Bailey a ensuite été inhumée au cimetière de Cluzel, dans l'intimité familiale. Samedi 8 novembre, à l'appel du NPA, une manifestation assise s'est tenue au niveau du métro Jean Jaurès. Ce rassemblement avait été interdit la veille par la préfecture qui craignait les mêmes débordements que la semaine passée. Des clowns pacifistes jouaient au chat et à la souris face à un gigantesque dispositif des forces de l'ordre. Les organisateurs de la manifestation ont eu l'autorisation de remonter vers la médiathèque. Toujours aucun débordement, ambiance plutôt bon enfant, mais à mi-chemin, des CRS leur ont fait face avec des camions barrages. C'est incompréhensible, on avait l'autorisation de M. Deltirou. Oh, salut les gars, pas trop vite là, B. Pas trop vite, B. Les manifestants étaient pris dans une souricière, terme utilisé par le NPA. Les forces de l'ordre ont commencé par gazer les manifestants, puis à lancer des lacrymogènes pour disperser les 500 opposants au barrage de Sivins. On fait un usage de la force avec moyens lacrymogènes. Ah super, ah, vous êtes sympa. Puis des manifestants plus organisés, peut-être des Black Blocs autonomes, ont lancé des cocktails Molotov vers les policiers qui ont répliqué. Un combat entre hommes en bleu et hommes en noir s'est déroulé devant une foule prise à la gorge par les lacrymogènes. Une fois les allées Jean Jaurès plus ou moins pacifiées, certains groupes de manifestants se sont mobilisés sur le boulevard de Strasbourg. C'est ici que des interpellations musclées se sont déroulées sous les yeux de certains passants du samedi venus faire du shopping. Reculez. Plus tard dans la nuit, une banque a eu sa vitrine brisée. Au total, on dénombre 21 personnes interpellées. Au dimanche, 17 étaient encore en garde à vue. Sur les 400 policiers présents lors de cette journée, 2 ont été blessés. Pas de chiffres du côté des opposants. Dans notre région, plus de 20 000 articles de contrefaçon ont été détruits ce mardi par les douaniers. Jérôme Bolloc, Alain Sorat. Portables, polos, chaussures ou encore montres, ce matin, les agents des douanes ont procédé à la destruction de 21 000 articles contrefaits à la déchetterie de Roques-sur-Garonne. Selon Serge Audouaneau, en Midi-Pyrénées, le trafic se développe et se diversifie. On voit apparaître effectivement de nouvelles tendances avec de nouveaux produits. On a des drones par exemple, des peluches, on a des médicaments aussi qui ont été interceptés cette année, ce qui montre effectivement la diversité des articles de contrefaçon que nous détruisons aujourd'hui. Alors là où les interceptions sont les plus nombreuses, ce sont dans les enceintes douanières, dans des bureaux de douane ou alors chez des expressistes. Qui acheminent pour le compte de particuliers des commandes qui ont été passées la plupart du temps par Internet. En août, les douanes ont saisi 35 000 sachets de faux élastiques RM-Volume à Blagnac. Il y a peu, c'est une quantité importante de peluches qui a été confisquée. On vient de faire une affaire de 1650 peluches, donc c'est assez conséquent. Ce sont donc des jouets
qui normalement doivent répondre à des normes. Quand on est sur de la contrefaçon, il n'y a aucun respect des normes. C'est des produits qui sont potentiellement dangereux, inflammables pour des enfants, donc là il y a un danger réel pour la santé. Au niveau douanier seul, la pénalité encourue, que l'on soit détenteur de la marchandise, importateur, l'acheteur ou le vendeur, on encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. La confiscation des marchandises et, c'est surtout ce qu'on applique, une amende allant de 1 à 2 fois la valeur des marchandises authentiques. Donc quand vous achetez une montre Rolex qui va être à l'authentique à 5 000 €, vous encourez une amende de 10 000 € pour une montre. En Midi-Pyrénées, on dénombre 340 douaniers, dont la moitié en Haute-Garonne. Consommer des produits locaux, c'est justement une façon de soutenir les petites exploitations en France. Plus qu'une tendance en Midi-Pyrénées, c'est devenu une habitude pour la majorité des consommateurs. Afin de répondre à la demande des locavores, ceux qui privilégient les produits locaux, et faire de nouveaux adeptes, une nouvelle épicerie éco-locale a vu le jour dans le quartier Bonnefoy. Petite visite. Des pommes de terre de Saint-Jory, du sel de Gruissant, des yaourts de Caussade. Dans cette épicerie éco-locale, 80% des produits proviennent d'une quarantaine de producteurs situés dans un rayon de 100 km autour de Toulouse. Sur chaque étiquette, la distance entre le lieu de provenance du produit et Toulouse est indiquée. Le circuit court est privilégié, un concept qui répond à une réelle demande. Les agriculteurs qui sont pas loin, en principe, ils utilisent souvent moins de pesticides. C'est ce que je recherche surtout. Si c'est pas bio, c'est quand même moins traité. C'est frais, ça n'implique pas sur l'environnement, ou le moins possible. C'est aussi dans l'air du temps, faut pas, mais effectivement on est un peu plus sensibilisé. Après, il faut que je m'y retrouve dans le goût, dans la qualité du produit. À l'origine du concept, Isabelle Cordier, ancienne directrice des achats dans la grande distribution, reconvertie aujourd'hui dans la vente en circuit court. La méthode reste relativement la même, mais ses rapports avec les producteurs locaux sont plus en accord avec sa philosophie de vie. On ne va pas négocier avec les producteurs comme j'ai pu le faire quand j'étais en grande distribution, clairement. Il n'y a pas de mise en concurrence en disant ah mais ton collègue me les propose à tel prix, alors il faut que tu fasses mieux, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité du produit, c'est la façon dont travaille le producteur. Et si le producteur me dit, ben voilà, moi je vous le vends tant, ben on va lui dire ok. Un point de distribution pour les producteurs locaux, c'est aussi source d'emploi. Si demain, moi j'ouvre d'autres boutiques comme ça sur Toulouse, eh ben, je suis sûre qu'au bout d'un moment, ils vont être amenés à embaucher une demi-personne ou une personne supplémentaire. Si ce n'est embaucher, maintenir aussi des emplois. Selon un sondage réalisé en 2012 pour la région, plus de la moitié des Midi-Pyrénéens dit acheter de façon régulière des produits fabriqués localement, de quoi conforter l'ouverture programmée d'une autre épicerie éco-locale de proximité dans un autre quartier toulousain. 2014 restera un grand cru pour la littérature toulousaine. Lydie Salver a reçu hier le prix Goncourt pour son roman Pas pleurer. Née à Haute-Rive de parents exilés espagnols, elle a grandi en région toulousaine. Jean-Marc Lucas a rencontré une de ses amies à Lavore. Depuis 20 ans, Marie-Louise Roubaud, elle-même fille d'exilés espagnols, suit le travail de Lydie Salver. Ici, pour Pas pleurer, c'est l'histoire avec un grand et un petit H qui se rencontrent. On dirait que la guerre vient de se finir hier, tellement elle s'est mise à la place de sa mère et elle a revécu cette guerre comme si elle-même y était alors qu'elle est née en France et qu'elle est née 10 ans après. Donc, mais il y a une empathie formidable. On voit les différences qu'il y a entre les positions anarchistes, les positions communistes, les positions républicaines, tout ce qui a fait un peu tout ce melting pot extraordinaire. Et en même temps, elle y met l'histoire tout à fait vivante, tout à fait ordinaire, tout à fait quotidienne d'une fille de 19 ans qui découvre la vie, qui découvre l'amour, qui découvre la révolution et tout ce que c'est pas avoir de radieux dans les débuts. C'est tous les matins du monde. Voilà, c'est ce qui rend ce roman formidable et très émouvant. Selon la journaliste, l'Académie du prix Goncourt a aussi salué un style, une forme littéraire novatrice. Dans cet ouvrage-là, elle rend compte de cette langue qui se parle à Toulouse, qui n'est déjà un français bâti qu'un occitan. Là-dessus, l'apport espagnol. Très souvent, ça fait une langue tout à fait bizarre dont elle s'empare elle-même en tant qu'écrivain. Je pense qu'elle est la première à le faire et à montrer ce que cette langue a de jubilatoire et d'unique, une sorte de
je dirais, de créole. Au-dessus de la Loire, les gens peuvent ne pas comprendre. D'ailleurs, il paraît que hier, Pivot s'est ému qu'il y ait beaucoup de mots espagnols. Elle a une voix très douce. Elle est très raffinée, très élégante. Et lorsqu'on la voit, on n'imagine pas qu'elle puisse écrire les livres qu'elle écrit, qui sont des livres d'une virilité forte, une extrême violence presque à la limite de la vulgarité, mais qui exprime le vivant des gens. Dernière question, Lydie Salver pense-t-elle secrètement au Goncourt? Elle m'avait dit que son éditeur comptait beaucoup sur son livre. Toute la presse était très élogieuse du Monde qui lui a consacré un magnifique papier au Point. Enfin, tous les journaux lui ont rendu grâce avant même qu'elle ne fasse partie des finalistes du Goncourt. C'est vrai qu'elle est un peu l'outsider dans la mesure où on parlait beaucoup d'autres. Moi, je suis ravie, bien sûr, pour elle, pour nous, parce que les enfants de l'exil républicain espagnol prennent leur part de ce livre qui peut-être va faire reconnaître le drame qu'ont traversé leurs parents. Lydie Salver est venue récemment, en septembre, dans la librairie Ombre Blanche. Elle reviendra le 29 novembre prochain dans la Ville Rose, à l'espace Niel, quartier Sainte-Agne, pour une rencontre autour de l'exil espagnol. Je vous souhaite une excellente soirée.